Et si la crise entre le Niger et la France cachait bien plus qu'un simple conflit militaire? Ces derniers jours, la tension a franchi un cap inédit. L'attaque de l'aéroport international Diori Hamani a mis le feu aux poudres et a révélé une réalité qui va bien au-delà des affrontements sur le terrain. Officiellement, tout est parti d'un raid sanglant mené au cœur de la capitale nigérienne, un acte que beaucoup ont d'abord attribué à de simples groupes armés. Mais ce que le grand public ignore, c'est que le Niger vit désormais sous le régime de la mobilisation générale. Chaque soldat, chaque retraité, chaque citoyen engagé, tous sont appelés à défendre la nation. On ne parle plus de routine militaire, c'est tout un pays qui bascule dans une logique de défense totale. Pourquoi une telle urgence? Parce que, pour la première fois, le président nigérien, le général Tiani, a brisé le silence. À la télévision nationale, il n'a pas mâché ses mots. Il accuse ouvertement Emmanuel Macron et la France d'être à l'origine de l'attaque. Ce ne sont plus des insinuations ni des rumeurs. Il cite des noms, il donne des dates, il détaille les montants, jusqu'au coût précis de l'opération, 300 millions de francs CFA, dont 100 millions versés après coup à un groupe terroriste pour forcer quelqu'un à revendiquer l'attaque. Oui, vous avez bien entendu, même les groupes armés hésitaient à se mouiller dans cette affaire tellement les enjeux sont explosifs. Derrière les discours officiels, une guerre occulte fait rage. Infiltration, réseau de mercenaires venus du Nigeria voisin, manipulation orchestrée par des services secrets étrangers, ce n'est plus seulement une question d'affrontement militaire. C'est une bataille pour le contrôle de l'information, pour la souveraineté d'un État face à des influences tentaculaires qui dépassent largement le cadre régional. Mais si on se contente d'écouter les versions officielles ou de croire aux apparences, on risque de passer à côté de l'essentiel. Ignorer ces manœuvres, c'est accepter que le destin d'un pays se joue dans l'ombre, sous nos yeux, sans que personne ne cherche à démêler le vrai du faux. Alors, comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, il faut remonter aux événements qui ont précipité cette crise et démêler les fils d'une affaire bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Le Niger, pays de 25 millions d'habitants, est-il la prochaine cible d'une guerre d'influence totale? Depuis le 29 janvier 2026, la question ne se pose plus. L'attaque de l'aéroport international Diori Hamani a marqué un tournant, révélant au grand jour l'ampleur des enjeux et des manipulations qui se jouent dans l'ombre. Ce n'est pas seulement un nouvel épisode de violence dans la région sahélienne. Il s'agit d'une opération militaire minutieusement planifiée, sponsorisée par des réseaux étrangers bien décidés à imposer leur agenda aux États africains. Dès les premières heures qui ont suivi l'attaque, les autorités nigériennes ont brisé l'omerta. Le général Abdourahmane Tiani, chef de la transition, a choisi de parler clair, sans détour, devant le pays et le monde. Il a livré des détails saisissants. Noms, dates, montants, modes opératoires, tout y est. Selon lui, ce coup porté au cœur de la capitale n'était pas le fruit du hasard ni d'un simple groupuscule terroriste. Il s'agissait d'une action coordonnée, impliquant directement la France à travers la DGSE, son service de renseignement extérieur, et des groupes armés recrutés spécialement dans plusieurs pays voisins. Voici comment tout s'est orchestré. Dès avril 2025, les services de renseignement nigériens repèrent des mouvements inhabituels à la frontière entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Des armes, des véhicules, de l'argent liquide et du matériel militaire affluent dans la région. Mais ce flux n'est pas destiné au seul Niger. Toute la confédération de l'Alliance des États du Sahel est visée de façon coordonnée. Puis, entre le 15 et le 19 juillet 2025, 5 agents français se réunissent à proximité d'un site minier, à 40 km de la frontière. Là, le plan est scellé. L'aéroport international de Niamey sera la cible. Le recrutement des combattants ne s'arrête pas aux frontières du Niger. Faute de disposer des effectifs locaux nécessaires, les commanditaires font appel à des groupes djihadistes du nord du Nigeria venus de 4 États précis, Zamfara, Katsina, Kebbi et Sokoto. Ces hommes, souvent étrangers à la région, n'ont qu'une connaissance très limitée du terrain nigérien. Ils reçoivent consignes et financements. Près de 300 millions de francs, CFA, sont injectés dans l'opération, dont 200 millions rien que pour la planification et la logistique. Motards armés, guides locaux rompus à l'infiltration,
équipements sophistiqués. Rien n'est laissé au hasard. Mais le plus choquant, c'est ce qui suit. Une fois l'attaque terminée, il reste 100 millions de francs CFA à distribuer. À quoi servent-ils? À acheter le silence, ou plutôt à acheter une revendication? Aucun groupe terroriste ne veut assumer cette opération. Pendant 72 heures, le monde attend une revendication qui ne vient pas. Finalement, sous la pression et après paiement, le groupe État islamique dans le Grand Sahara se désigne comme auteur. Autrement dit, c'est une opération sous contrat, commanditée de l'extérieur, où la peur et la manipulation atteignent un nouveau sommet. Plus troublante encore, l'implication directe d'agents étrangers sur le terrain. Lors de l'assaut, un agent de la DGSE française accompagne les combattants jusqu'au cœur de l'aéroport. Neutralisé lors de la riposte des forces nigériennes, son matériel est saisi. Dès l'instant où ce chef opérationnel disparaît, l'attaque s'effondre en 20 minutes à peine. Les survivants, pour beaucoup, ne savent même pas comment quitter Niamey, preuve que leur enracinement local est quasi nul. Ils avaient été importés pour frapper, puis abandonnés à leur sort, errant dans la ville, parfois déguisés en malades mentaux pour échapper aux forces de l'ordre. Ce récit, glaçant, ne laisse aucun doute. Nous sommes face à un système d'ingérence et de manipulation d'une ampleur redoutable. Ne pas saisir l'ampleur de cette ingérence, c'est risquer de perdre la maîtrise de son propre récit national, de voir sa souveraineté confisquée par des intérêts extérieurs. Mais derrière ces attaques se cache un plan bien plus vaste, qui vise à faire tomber tout un système. Ce n'était que le début. Une stratégie de déstabilisation bien huilée s'est déployée en coulisses. Derrière l'attaque spectaculaire de l'aéroport international Diori Hamani, il y a une mécanique parfaitement orchestrée, bien plus vaste que ce que la plupart imaginent. Regardons de plus près comment tout cela s'est mis en place. Depuis avril 2025, la région voit affluer des armes, des véhicules et des fonds en provenance de réseaux bien connectés. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une coordination entre différentes agences occidentales, décidées à frapper là où ça ferait le plus mal, simultanément au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Leur objectif? Affaiblir en un éclair les capacités militaires nationales. On s'attaque d'abord à l'aviation, au renseignement, au soutien-feu, bref, à tout ce qui permettrait à ces États de résister à une offensive d'envergure. Puis, profitant du chaos, vient le moment de tenter un coup d'État, de décapiter le commandement et d'installer au pouvoir des leaders dociles. L'attaque de l'aéroport n'était donc qu'un élément déclencheur, le top départ d'une série d'assauts coordonnés contre toutes les positions stratégiques du Niger. L'idée était simple, saturer la défense, disperser les forces de l'armée et empêcher toute riposte efficace. Ce plan, il faut le dire, portait la signature de professionnels aguerris, des gens qui connaissent parfaitement la cartographie des bases, les horaires, les points faibles. Certains assaillants ont même été guidés par des agents français qui avaient déjà opéré sur le terrain, preuve de la profondeur de l'ingérence. Mais cette fois, le Niger n'a pas été pris au dépourvu. Contrairement à ce qu'espérèrent les commanditaires, les forces nigériennes et leurs alliés étaient prêtes. Pourquoi? Parce qu'elles surveillaient, depuis près d'un an, l'évolution de la menace. Les services de renseignement, dopés par la technologie russe et un partage d'informations sans précédent, avaient anticipé chaque étape du plan. Les troupes étaient déjà positionnées sur tous les sites visés, attendant que les assaillants se montrent. Quand l'attaque a débuté à l'aéroport, tout s'est joué en 120 minutes. Une fois le chef de l'opération neutralisé, un agent de la DGSE française, selon des sources concordantes, le reste du commando s'est effondré, livré à lui-même dans une ville qu'il ne connaissait pas. Bon nombre de ses combattants avaient été recrutés bien loin, au Nigeria, et ne savaient même pas comment quitter Niamey. Abandonnés, sans plan d'extraction, ils erraient dans les rues, incapables de se fondre dans la population. Certains, sous l'emprise de stimulants puissants, ont continué à avancer malgré leurs blessures, jusqu'à ce que la perte de sang les rattrape. Le plus inquiétant, c'est que l'aéroport n'était qu'une première étape. Le plan prévoyait des attaques simultanées contre toutes les positions militaires du Niger pour rendre la défense impossible. Mais chaque assaut a été repoussé. Aucun succès, aucun effet de surprise.
Tout a échoué grâce à une anticipation remarquable et à une préparation méticuleuse. Il ne s'agissait pas de chance, mais d'un travail de renseignement approfondi, de mois d'analyse et de surveillance. Ce schéma ne se limite pas au Niger. Au Mali et au Burkina Faso, on retrouve la même tentative de déstabilisation. Attaques coordonnées, infiltration de groupes armés, tentative d'éliminer les chefs d'État. Souvenez-vous, en janvier, d'une tentative d'assassinat au Burkina Faso. Encore une fois, c'est le renseignement qui a permis de déjouer le complot avant même qu'il ne commence. Ce que cela révèle, c'est l'existence d'un vaste réseau d'influence, prêt à tout pour faire basculer la région. Sous-estimer cette coordination, c'est prendre le risque de perdre bien plus qu'une bataille, c'est risquer la souveraineté, l'indépendance et la stabilité de tout un continent. Derrière chaque opération visible, il y a des mois de planification, des complicités insoupçonnées et une volonté farouche d'imposer des intérêts étrangers. Mais la confrontation ne s'arrête pas là. Car après l'échec des attaques militaires, une autre guerre s'est ouverte. Une guerre de l'information, où la vérité elle-même est devenue une cible à abattre. Et maintenant, le Niger et ses alliés se préparent à l'inévitable. La paix se gagne en se préparant à la guerre. À la suite de l'attaque contre l'aéroport international Diori Hamani, la réaction a été immédiate. Mobilisation générale, rappel de tous les soldats et des réservistes, et passage en posture de guerre. Beaucoup, à l'extérieur, y voient une escalade. En réalité, c'est une réponse lucide à une menace qui, depuis 2 ans, ne faiblit pas. Ici, la meilleure manière d'éviter la guerre, c'est d'être prêt à la mener. Comme l'a souligné le général Abdourahmane Tiani lui-même, il ne s'agit pas de céder à la panique, mais d'anticiper pour endurer les jours les plus difficiles sans céder. Et dans cette mobilisation, le Niger n'est pas seul. L'Alliance des États du Sahel, Niger, Burkina Faso, Mali, resserre ses rangs. L'AES n'est plus seulement une alliance de façade. Aujourd'hui, elle renforce concrètement ses moyens, mutualise ses renseignements et met en place une force d'intervention qui passe de 5 000 à 6 000 soldats. Les nouvelles forces spéciales, comme celles qui viennent de sortir d'entraînement au Burkina Faso, ne sont pas là pour faire joli. Leur sélection est sévère. Seuls les meilleurs, physiquement et mentalement, tiennent la distance. Chaque nouvelle promotion, ce sont des territoires libérés à tenir, des positions à défendre, et un message fort envoyé à tous ceux qui pensent pouvoir démembrer la souveraineté de ces États. Mais la bataille ne se joue pas uniquement sur le terrain militaire. En réalité, la guerre la plus féroce se livre désormais dans l'ombre, sur le front de l'information. L'Occident, et plus particulièrement la France, déploie une véritable stratégie de guerre narrative. Un commando de l'information a même été annoncé, rattaché directement au ministère français des Affaires étrangères. Leur mission ? Lancer une vague de désinformation pour affaiblir l'unité de l'AES, créer des divisions internes, et surtout, salir les nouveaux partenaires stratégiques du Sahel, notamment la Russie et la Chine. Cette campagne de propagande implique le recrutement d'influenceurs, l'organisation d'événements culturels sous couvert de dialogue, mais dont l'objectif reste de discréditer les gouvernements jugés trop souverainistes. On l'a vu au Mali, on l'a vu au Burkina Faso. Chaque fois que les États prennent leur destin en main, l'offensive informationnelle s'intensifie. En septembre 2024, une attaque similaire à celle de Niamey a eu lieu à l'aéroport de Bamako, avec la même tactique. Désorganiser les défenses, prendre le contrôle des infrastructures critiques et profiter du chaos pour imposer un récit biaisé à l'opinion publique internationale. Pourtant, malgré l'intensité des coups portés, la montée en puissance de ces forces souverainistes est bien réelle. Leur capacité à anticiper, à intégrer de nouveaux outils de renseignement, parfois grâce à des partenariats technologiques avec la Russie, change la donne. Aujourd'hui, l'arène informationnelle est tout aussi stratégique que le front militaire. Ignorer la guerre de l'information, c'est accepter de laisser d'autres écrire l'histoire à notre place. Les campagnes de désinformation n'ont pas qu'un but militaire. Elles visent à semer la confusion, à délégitimer les gouvernements, à diviser les sociétés
et finalement à préparer le terrain à une intervention ou à un changement de régime. Mais cette fois, la riposte s'organise. L'AES prend conscience que pour défendre sa souveraineté, il faut non seulement des soldats sur le terrain, mais aussi des esprits lucides, capables de déjouer la propagande et de porter leur propre récit. Reste une question fondamentale. Face à ces attaques multiples, quelles leçons tirer et quelles stratégies adopter pour l'avenir? Dans ce chaos, les États africains peuvent-ils reprendre l'initiative et défendre leur souveraineté? Voilà la question qui obsède tous les observateurs aujourd'hui. Face à la multiplication des attaques, des ingérences et des manipulations de l'opinion, il n'existe pas de recette miracle, mais certaines pistes concrètes émergent pour renforcer la résilience des nations africaines. D'abord, il faut le dire clairement, l'anticipation est la clé. Les États qui investissent dans un renseignement efficace disposent d'un avantage décisif. Sur le terrain, on le voit, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel a compris ce besoin. Leurs services de renseignement, mieux coordonnés, parviennent à déjouer des campagnes de déstabilisation bien avant qu'elles ne prennent de l'ampleur. Cela passe aussi par le partage d'informations entre alliés, une coopération qui permet de détecter plus tôt les signaux faibles d'une nouvelle menace. Mais l'information ne suffit pas. Pour résister, il faut des femmes et des hommes aguerris. Regardez le Burkina Faso, par exemple. La récente remise de diplôme à 83 nouvelles forces spéciales après une sélection ultra rigoureuse en dit long. Démarré avec plus de 200 candidats, seuls les plus endurants physiquement et mentalement ont pu tenir la distance. Cette exigence, ce refus de la médiocrité, est une leçon pour tous. Chaque nouvelle unité formée, c'est un territoire sécurisé en plus, c'est une souveraineté qui s'affirme. Cependant, la lutte ne se joue plus seulement sur le champ de bataille. Désormais, la guerre se mène aussi à coups de fake news et de campagnes d'influence. On a vu comment, ces derniers mois, des armées entières d'influenceurs, parfois recrutés à l'étranger lors de sommets culturels ou à la faveur d'événements internationaux, ont été mobilisés pour semer la division. Leur mission: manipuler l'opinion publique africaine, amplifier les incidents, fabriquer des crises pour affaiblir les alliances et dresser les peuples les uns contre les autres. Il est donc vital de mobiliser la société civile pour déconstruire ces narratifs toxiques et promouvoir une information transparente et pédagogique. C'est là que l'unité fait la différence. Les tentatives de division, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, ne peuvent aboutir que si la méfiance grandit entre les composantes des sociétés africaines. Or, les succès récents de résistance, comme la montée en puissance de forces de réserve prêtes à intervenir, ou encore la libération et la sécurisation de zones stratégiques, prouvent que la cohésion est possible. Il faut s'en inspirer et bâtir un véritable front commun, sans jamais sous-estimer la guerre de l'information. La transparence et la pédagogie doivent devenir des armes à part entière. Quand une information circule, il faut la vérifier, la recouper, en débattre publiquement pour éviter qu'elle ne serve les intérêts de ceux qui cherchent à imposer leur agenda. Il s'agit de rester vigilant, car, comme l'histoire ne cesse de nous le rappeler, laisser filer ses leçons, c'est risquer de retomber dans les mêmes pièges et de perdre le contrôle de son propre destin. En fin de compte, la paix durable dans la région ne dépend pas seulement de la force militaire, mais de la capacité collective à résister à l'agression, qu'elle soit visible ou insidieuse. Reste à chacun de décider de quel côté de l'histoire il souhaite se trouver. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est bien plus qu'une crise locale. C'est le combat pour la souveraineté et la vérité. On l'a vu, la situation autour de l'aéroport international Diori Amani n'est que la partie émergée d'un iceberg beaucoup plus vaste. Derrière l'apparence d'un simple affrontement entre la France et le Niger, on découvre toute une architecture de manipulation, d'opérations secrètes et d'ingérences étrangères coordonnées, où chaque acteur avance ses pions dans l'ombre. Prenons un instant pour mesurer la gravité de ce qui se passe. Des livraisons massives d'armes sophistiquées, plus de 1000 bombes MK82, des systèmes de guidage avancés, sont acheminés non pas pour lutter contre quelques groupes isolés, mais pour établir de véritables arsenaux aux portes du Niger et du Nigeria. Ces installations stratégiques, capables de couvrir la moitié du territoire nigérien et une bonne partie du Nigeria,
réorientant la menace. La question n'est plus seulement contre qui ces moyens sont-ils dirigés, mais aussi à qui profite réellement cette montée en puissance militaire. Quand on sait que des figures centrales, présentées comme diplomates, comme cet ex-officier de la CIA, Nick Chaka, officiellement là pour respecter la souveraineté, pilote discrètement les décisions, il devient évident que la bataille dépasse largement le terrain militaire. En réalité, l'influence s'exerce à travers une guerre de l'information, des jeux d'alliance et parfois même de la propagande. Américains et Français, loin d'être rivaux ici, semblent au contraire synchroniser leurs actions, partageant renseignements et objectifs pour remodeler, à leur avantage, le destin politique et sécuritaire de la région. Face à cette complexité, il serait dangereux de se contenter d'une lecture simpliste des événements. Car, au fond, il ne s'agit pas seulement de la stabilité d'un pays, mais bien de la capacité des peuples africains à décider eux-mêmes de leur avenir. Ne rien faire, c'est laisser d'autres choisir à leur place, effaçant lentement mais sûrement des décennies de lutte pour l'indépendance et la dignité. Le vrai enjeu, aujourd'hui, c'est notre capacité à discerner ce qui relève de l'information, de la désinformation ou de la manipulation. Dans ce contexte où la propagande peut venir de toutes parts, la vigilance citoyenne n'a jamais été aussi cruciale. S'informer, recouper les sources, débattre, refuser les narratifs imposés, ce sont autant d'actes de résistance indispensables pour préserver la souveraineté et la stabilité, non seulement du Niger, mais de toute l'Afrique de l'Ouest. La crise actuelle nous rappelle que la souveraineté n'est jamais acquise définitivement. Elle se défend, jour après jour, par l'engagement collectif et la lucidité face aux influences extérieures. Alors, restons attentifs, exigeons la transparence, et n'acceptons jamais de voir notre avenir décidé dans les arrière-salles du pouvoir mondial. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos analyses et vos questions en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour continuer à décrypter ensemble les enjeux qui façonnent notre monde.